commence par les statines avec des statines puissantes à forte dose. Je ne vais pas refaire l'historique des essais cliniques sur les statines en post-syndrome coronarien aigu. C'est des essais qui datent maintenant d'il y a plus de 15 ans et pour certains près de 20 ans. Je crois qu'on a un consensus sur le fait qu'on doit quasi systématiquement, après un syndrome coronarien aigu, donner, à peu près quel que soit le niveau de LDL de départ, une statine puissante, à forte dose, d'emblée, et que plus on la débute tôt, plus la probabilité que le patient soit adhérent au long terme est élevée. Et les meilleures données sont avec l'atorvastatine 80 mg, puisque l'essai Pruvit avait montré que dès les premières semaines et les premiers mois de traitement par l'atorvastatine 80 mg, comparé à une statine moins intensive et à une dose moins forte, il y avait un bénéfice en termes d'événements cardiovasculaires. Néanmoins, même s'il y a une courbe qui est plus basse que l'autre, on voit que même la courbe des événements cardiovasculaires chez les patients qui reçoivent 80 mg d'atorvastatine, elle n'est pas à zéro et qu'il y a un risque résiduel dans ce groupe-là qui est encore important. Et on sait que ce risque résiduel, il est en partie lié au taux de LDL résiduel et la méta-analyse des 8 essais de statine dans ce contexte montre bien qu'il y a une relation assez directe entre le taux de LDL cholestérol sous statine et le risque résiduel. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de mieux qu'une forte dose d'atorvastatine ou éventuellement de rosuvastatine? D'abord, on peut adjoindre de l'ézetimibe et on sait qu'adjoindre de l'ézetimibe, ça va avoir un effet pas spectaculaire mais un effet réel sur le LDL cholestérol. Ça va le faire baisser de 15 à 20 mg par décilitre et que ça va être associé à un bénéfice réel, statistiquement significatif, même si en valeur absolue il est modeste, sur les événements cardiovasculaires, et ça a été montré par un grand essai randomisé de long terme qui est Impruvit, où il y a un bénéfice indiscutable. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On peut faire baisser beaucoup plus fort le LDL cholestérol avec des inhibiteurs de PCSK9, et les deux grands qui sont disponibles commercialement, c'est l'alirocumab et l'évolocumab, et on sait que les deux produisent une baisse dose dépendante extraordinairement soutenue et extrêmement spectaculaire du LDL cholestérol quand on les rajoute aux fortes doses de statine. D'ailleurs, l'effet des statines potentialise l'efficacité de PCSK9 parce que les statines induisent PCSK9. Donc elles potentialisent l'efficacité des inhibiteurs de PCSK9. Et on sait que ces médicaments qui doivent être donnés par injection tous les 15 jours ou tous les mois sont capables d'obtenir facilement 50 à 60 voire 70% de baisse du LDL cholestérol résiduel. Alors il y avait eu 2 essais qui avaient testé les inhibiteurs de PCSK9 chez des patients avec une maladie coronaire ou une maladie vasculaire avérée, SPIRE2 et Fourier, qui ont montré des bénéfices. Et il y a un essai qui les a testés en post-syndrome coronarien aigu, c'est l'essai Odyssey Outcomes qui a été conduit par Greg Schwartz et moi-même et que j'ai eu le plaisir de présenter à l'ACC cette année. C'est un essai sur des patients convalescents de syndrome coronarien aigu qui ne sont pas à l'objectif en termes de lipides, essentiellement parce que leur LDL cholestérol est supérieur ou égal à 70 mg par décilitre. On pouvait aussi rentrer dans l'essai si on avait un non-HDL pas à l'objectif ou une ApoB pas à l'objectif, sous une thérapie maximale par statine. Qu'est-ce qu'on appelle une thérapie maximale par statine? C'est 40 ou 80 mg d'atorva, 20 ou 40 de rosuva, et pour le tout petit pourcentage de patients qui ne prenaient pas ces doses-là, il fallait qu'ils aient une justification, il fallait qu'il y ait une intolérance clinique documentée à 2 traitements différents par statine. Une caractéristique particulière de cet essai, qui est un peu inhabituelle et qui le différencie de la plupart des autres essais de médicaments hypolipidémiants, c'est qu'au lieu de donner une dose standard à tout le monde dans le groupe intervention et un placebo dans le groupe placebo, on a voulu titrer l'intervention en aveugle pour amener les patients à une cible ou une zone cible. Et la zone cible, c'est on part de plus de 70 et on veut amener les patients entre 25 et 50. Et donc on commence par 75 mg d'alirocumab en aveugle, et puis on dose au bout de quelques semaines le LDL, et si le LDL n'est pas à l'objectif, on augmente la dose à 150 mg. Si le LDL est en dessous de la zone cible, entre 15 et 25, on continue le traitement en monitorant la sécurité de façon renforcée. Et s'il est de façon répétée en dessous de 15 mg, il faut se souvenir que cet essai il a été dessiné en 2011, eh bien on arrête le traitement tout en maintenant l'aveugle et on switch les patients au placebo pendant le reste de la durée de l'essai, ce qui est une mesure assez drastique puisque ça veut dire que délibérément on prend les meilleurs répondeurs et qu'on les switch au bras placebo. On a construit un crossover dans l'essai. Donc a priori on s'est mis dans des conditions assez drastiques pour tester l'intervention. Alors vous savez que les résultats de l'étude sont positifs et qu'on a une réduction d'environ 15% des événements cliniques, décès coronaire, infarctus, AVC ischémique ou angor instable nécessitant une revascularisation,
que ce bénéfice, il n'est pas directement proportionnel au temps. Il semble avoir une latence de quelques mois avant d'apparaître. Il y a en fait un peu plus de 15% à partir de la première année. Et ça fait une réduction absolue du risque à 4 ans qui est de l'ordre de 2%, ce qui veut dire un NNT de l'ordre de 50, très précisément 49, avec un intervalle de confiance de 28 à 164. Quand on regarde qu'est-ce qui est réduit dans les événements du critère de jugement principal, il y a une réduction du décès coronaire qui est non significatif, il y a une réduction de 14% des infarctus, de 27% des AVC ischémiques et de 39% des angores instables, mais il y a très peu d'angores instables parce qu'on avait un comité d'adjudication qui avait reçu comme instruction de ne garder comme angores instables que ceux qui avaient vraiment une preuve avérée d'ischémie aiguë. On avait prévu une analyse hiérarchique des critères d'efficacité secondaire majeure et on les a présentés dans ce tableau dans l'ordre de l'analyse hiérarchique. Et on a une réduction des événements coronaires les plus durs, ceux qui sont majeurs, des événements cardiovasculaires lorsqu'on poule tous les événements. On a une réduction significative du composite décès, infarctus, AVC ischémique. Et sur la mortalité coronaire, on a une réduction de 8% non significative. Et quand vous faites une analyse hiérarchique, vous avez décidé de préserver votre puissance alpha comme ça, en donnant une hiérarchie, et vous êtes tenu par la hiérarchie, et vous devez vous arrêter dans l'analyse à ce moment-là. Donc théoriquement, on ne doit plus regarder ce qu'il y a en dessous. Il se trouve qu'en dessous, il y a la mortalité toute cause, et quand on regarde la mortalité toute cause, il y a une réduction de 15%, et si on pouvait faire l'analyse statistique, ce serait significatif. Mais au sens strict, on n'a pas le droit de faire l'analyse statistique, et d'ailleurs, si vous avez lu l'article du New England, vous avez remarqué que le tableau est vide, il n'y a pas de petit p, il y a un intervalle de confiance, mais il n'y a pas de petit p, car on ne peut plus réellement interpréter cette différence de mortalité. Elle devient quelque chose de post-hoc, quelque chose d'exploratoire, mais quelque chose qui n'est plus démontré avec la même force. Néanmoins, il y a donc une réduction très claire des événements cardiovasculaires et en tout cas un signal intéressant sur la mortalité toute cause. Quel est le prix à payer en termes de sécurité ? Là, on a eu une surprise, je dois dire, tant Fourier que SPER2 que nous. Globalement, les inhibiteurs de PCSK9 sont des médicaments remarquablement sûrs, contrairement à tout ce qu'on nous avait annoncé. On nous avait annoncé du diabète, de la démence, des troubles cognitifs, des troubles de mémoire, des suicides, de la dépression, de l'allergie, des insuffisances hépatiques, des cataractes, des hémorragies intracrâniennes. On avait dit que le cholestérol, c'était tellement important qu'il fallait en avoir beaucoup et qu'on était criminel de donner ces médicaments. Mais en fait, il n'y a rien. Le seul effet secondaire qui est plus fréquent, c'est les intolérances au point de ponction, c'est-à-dire rougeur, grosseur, tuméfaction et prurite au point de ponction. Les premières semaines est en général qualifiées de modérées et disparaissant malgré la continuation de l'essai. Et les autres effets secondaires, y compris la survenue de nouveau diabète, sont plutôt moins fréquents dans le groupe alirocumab que dans le groupe placebo. Donc en termes de risque-bénéfice, il n'y a pas de problème. Le problème, comme vous le savez, il est ailleurs, il est dans coût-efficacité. Donc les conclusions d'Odyssey Outcomes, c'est chez les patients avec syndrome coronarien aigu récent, en comparaison avec un placebo, l'alirocumab en débutant à 75 mg et en obtitrant en aveugle à 150 si les patients ne sont pas entre 25 et 50, et en acceptant un niveau jusqu'à 15 mg, ça réduit les événements cardiovasculaires, ça réduit les infarctus, ça réduit les AVC ischémiques. C'est associé, j'utilise délibérément la voie passive, à une mortalité totale moindre. C'est sûr, c'est bien toléré sur la durée de l'essai, avec quand même un bémol sur la sécurité. J'ai été très enthousiaste. Le bémol, c'est que nous n'avons que 18 924 patients, que un suivi maximum de 5 ans, et en moyenne 2,8 ans, durée médiane, et qu'on sait que même avec les statines, il a fallu 15 ans pour arriver à déceler que les statines élevaient la glycémie. Donc on n'est peut-être pas au bout de l'histoire de sécurité, peut-être que ces patients, il faut les traiter 15 ans, peut-être qu'au bout de 15 ans, il y a des troubles cognitifs qui apparaissent. Ça, on ne le sait pas. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les essais, avec la taille des essais et le suivi des essais, on ne décèle aucun signal de sécurité. Et c'est très rassurant. Alors normalement, je devrais maintenant vous parler de coût-efficacité et vous dire que si on fait le rapport coût-efficacité, ça peut être coût-efficace ou pas coût-efficace, mais je n'ai pas voulu terminer sur les inhibiteurs de PCSK9 parce que comme il a fait allusion Gilles, il y a eu un deuxième résultat qu'on a présenté à l'AHA il y a quelques semaines, inattendu y compris pour nous, et qui à mon avis va changer beaucoup la donne, qui est les résultats de l'étude REDUCE-IT. REDUCE-IT est un essai qui ne vise pas le LDL cholestérol. C'est un essai qui s'intéresse aux oméga 3, spécifiquement à un oméga 3 particulier qui est l'EPA purifié, l'acide eicosapentaénoïque, pas de DHA, contrairement à ce qu'il y a dans les oméga 3 qu'on trouve en Europe. Et chez des patients hypertriglycéridémiques, sous statine et en utilisant une forte dose, je dirais même une très forte dose d'EPA, 4 grammes par jour. Pourquoi 4 grammes par jour ? Parce qu'en gros, à peu près tous les essais de prévention primaire ou secondaire avec les oméga 3 ont été négatifs,
sauf un, qui est l'essai GELIS, qui lui avait montré une réduction de 19% des événements cardiaques en prévention primaire et secondaire avec les oméga 3, en utilisant de l'EPA pur à la dose de 1,8 g par jour, c'est-à-dire le double de la plupart des autres essais. Et donc on s'est dit, on va donner la dose maximale en espérant voir quelque chose. Et pour être très franc, même nous, on n'y croyait pas beaucoup. Et puis quand on a levé l'aveugle, on a vu ça. On a vu sur le critère primaire 25% de réduction des événements, une réduction absolue du risque de 4,8%, un NNT à 21 et un petit p à 0,000000001. Et quand on regarde un critère plus dur, parce qu'on pourrait dire, là il y a les revascularisations coronaires, là encore instables, focalisons-nous sur les événements durs du critère triple classique, on a 26% de réduction des événements, un NNT à 28 et le petit p très significatif également, avec dans les deux fois, les deux cas, comme vous le voyez, à nouveau une latence pour que l'effet apparaisse. Ce n'est pas immédiat, c'est un effet qui met quelques mois, peut-être même un peu plus d'un an à apparaître. On a l'impression vraiment que les courbes sont collées pendant un an, même si il ne faut pas surinterpréter les courbes. Et si on regarde l'analyse hiérarchique préspécifiée, à nouveau une hiérarchie pour l'allocation du alpha, alors je pourrais vous la faire en les déroulant un par un, comme Deepak Bhatt l'a fait à la HA, mais je n'ai pas le temps, donc je fais une seule diapo. On a une réduction remarquablement concordante de tous les critères d'efficacité cardiovasculaire. Le composite d'essai cardiovasculaire infarctus, l'infarctus seul mortel ou non mortel, les revascularisations coronaires, qu'elles soient urgentes ou non urgentes, la mortalité cardiovasculaire est réduite de 20%, et c'est significatif aussi, l'hospitalisation pour angor instable, l'AVC mortel ou non, ce qui inclut les AVC hémorragiques d'ailleurs, et le composite mortalité totale, infarctus, AVC. La mortalité totale n'est réduite que de 13% et le petit p est à 0,09. C'était le dernier élément de la hiérarchie. Il n'est pas statistiquement réduit. Alors quel est le rapport risque-bénéfice? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Alors là, il y a des effets secondaires, un peu inattendus. Il y a d'abord une tendance forte à la lisière de la significativité et à l'augmentation des saignements. Et on sait qu'une des hypothèses, un des nombreux mécanismes d'action hypothétiques des oméga 3, c'est que c'est des antiagrégants plaquettaires. Et donc ça fait saigner probablement. Heureusement, ça ne fait pas saigner dans le système nerveux central. Et aucune hémorragie n'a été mortelle. Et le nombre d'AVC hémorragiques était de 13 dans le groupe EPA contre 10 dans le groupe placebo. Donc il n'y a pas de différence majeure de ce côté-là, mais indiscutablement, ça fait saigner. Deuxièmement, il y a plus de fibrillation auriculaire et de flutter dans le groupe traité par EPA, ce qui est inattendu parce que les rythmologues savent sûrement qu'il y avait des papiers qui disaient que les oméga 3 plutôt pouvaient avoir un effet antiarythmique sur les troubles du rythme supraventriculaire. Donc si je résume, je suis sûr qu'il y aura des questions et on pourra en parler plus en détail, en gros, comparé à un placebo, l'EPA 4 grammes par jour, qui n'est pas disponible en Europe et à dire vrai qu'il n'est disponible qu'aux États-Unis, réduit les événements cardiovasculaires de 25%, avec 20% de morts cardiovasculaires en moins, 31% d'infarctus en moins, 28% d'AVC en moins, avec des effets secondaires à un taux faible mais significatif pour l'augmentation du risque de fibrillation auriculaire ou de flutter et une augmentation à la lisière de la significativité du risque d'hémorragie notable. Et je n'ai pas eu le temps de vous montrer, mais en plus, on a eu des informations supplémentaires. Il n'y a pas de relation entre le taux de triglycérides de base et le bénéfice. Une des grandes particularités de notre essai, c'est qu'on avait délibérément recruté des patients hypertriglycéridémiques. En fait, leur taux de triglycérides de base ne change rien à l'affaire. Et même la baisse des triglycérides sous traitement ne change rien à l'affaire. Quand on regarde leur taux de triglycérides à un an, il n'est pas prédictif du bénéfice cardiovasculaire. Alors si je résume, pour répondre à la question qui m'est posée, quel traitement hypolipidémiant après SCA? On commence par une statine puissante à forte dose, typiquement 80 mg d'atorvastatine. Si on n'est pas à l'objectif recommandé de 0,7 g par litre, on rajoute les étimibes en combinaison. Si on n'est pas à l'objectif, il faut envisager d'aller plus loin. Et aujourd'hui, le médicament qui a été testé, c'est un inhibiteur de PCSK9, en l'occurrence l'alirocumab. Et si on donne de l'alirocumab, il faut le faire comme dans l'essai, c'est-à-dire viser un LDL entre 0,15 et 0,50. Et puis probablement demain, le jour où ce sera disponible, il faudra se poser la question de rajouter de l'EPA 4 grammes par jour, parce que vraisemblablement, on n'aura pas les questions de rapport coût-efficacité qu'on aura avec les inhibiteurs de PCSK9. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, est-ce qu'on sait quand même comment ça marche, l'EPA, ou est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des effets un peu partout, mais quel est le mécanisme qui drive l'effet? Alors, depuis qu'on a les résultats de l'essai, je me suis replongé dans la littérature sur les oméga 3. Il y a une littérature plus qu'abondante sur les bénéfices hypothétiques des oméga 3, sur la stabilisation de membrane, l'amélioration de la fonction endothéliale, les effets anti-athérogènes, les effets
anti-agrégants plaquettaires, antioxydants. Enfin, il y a une myriade de mécanismes potentiels. On est un peu dans la situation des investigateurs d'Ampareg lorsqu'ils ont eu les résultats d'Ampareg et qui essayaient de comprendre pourquoi Ampareg était si bénéfique. Et comme vous savez, on n'a pas de réponse totalement claire non plus aujourd'hui. Je crois qu'on a beaucoup d'hypothèses. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on avait biobanqué tous les patients. Donc, on a du sérum, du plasma et de l'ADN pour ces patients. Et donc, on va pouvoir se poser des questions exploratoires. Ce qu'on sait, c'est que l'EPA augmente beaucoup, l'EPA dans les membranes des globules rouges. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut montrer. Et on sait que probablement les effets sur les membranes cellulaires doivent être un élément important, en particulier pour expliquer ou pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence entre le mélange EPA-DHA qui ne semble pas très bien marcher et l'EPA purifié. Parce que l'EPA et le DHA ne vont pas au même endroit dans la membrane cellulaire. Ils n'ont pas les mêmes effets sur les membranes cellulaires. Et on peut imaginer que l'EPA purifié qui a été utilisé ici puisse avoir un bénéfice plus important. En tout cas, c'est une explication possible. Mais on n'a pas vraiment de réponse au mécanisme d'action. On a beaucoup d'hypothèses. L'inflammation, et il y a eu aussi ce débat sur l'huile utilisée pour le placebo. Tu veux nous dire un mot ? Donc il y a un petit effet anti-inflammatoire. Pas majeur, mais indiscutable. La CRP baisse de 20% quand même, donc c'est pas totalement trivial. Mais je pense que ça n'est probablement qu'un des mécanismes de l'effet. C'est sûrement pas la seule explication, et la CRP en elle-même n'est pas corrélée au bénéfice. Un autre point, c'est qu'on a comparé à un placebo qui est de l'huile minérale. Et dans le groupe huile minérale, il y a une augmentation au bout d'un an. On a redosé tout le monde, on a fait les biomarqueurs un an, j'ai pas eu le temps de le montrer. On a redosé tous les biomarqueurs, y compris le LDL, et on observe que dans le groupe EPA, le LDL baisse un chouïa, et dans le groupe placebo, il monte un chouïa. La différence au bout d'un an entre les deux groupes, c'est 5 mg. Et Steve Nissen, qui monte un essai concurrent, pour être très clair, s'est répandu partout en disant « bah oui, en fait, le problème, c'est que vous n'avez pas un bénéfice avec le PA, vous avez un effet délétère avec le placebo qui interfère avec l'absorption digestive des statines, et c'est comme ça que vous avez 25% de réduction du risque. » Alors, c'est sûrement pas vrai, en tout cas c'est sûrement pas l'explication, pour deux raisons. La première, c'est que dans JELIS, l'essai qui avait précédemment été réalisé, il n'y avait pas de placebo. Il y avait 19% de réduction du risque, et c'était en ouvert, sans placebo. Donc 19% de réduction du risque, sans placebo, donc ce n'est pas l'effet du placebo qui peut expliquer le bénéfice. Deuxièmement, même si on fait l'hypothèse que 5 mg de différence de LDL explique la différence, quand on fait la courbe CTT et qu'on regarde ce que ça donne 2 à 3% de réduction du risque dans la courbe CTT. Quand on fait la relation linéaire, baisse du LDL ou delta LDL, delta d'événements cliniques. Et donc ça ne peut pas rendre compte de 25% d'événements. Ça peut rendre compte de 2%, 3% d'événements, mais pas 25%. Et donc à notre avis, ce n'est pas une explication. Je rajoute quelque chose qui n'est pas dans le papier, qui est qu'on a également regardé ceux qui montaient leur LDL, ceux qui ne montaient pas leur LDL, et le bénéfice est concordant chez les deux groupes de patients. Je me suis demandé si l'EPA c'était une substance naturelle purifiée ou si c'était un médicament ou une substance chimique. En un mot, il y a un brevet pharmaceutique derrière l'EPA. Alors, ce sont des huiles de poisson purifiées. C'est vraiment des huiles de poisson. Donc, ils sont extraordinairement purifiés par des procédés chimiques dans le détail desquels je ne suis pas rentré, mais je sais que c'est un procédé spécifique breveté qui appartient à ce fabricant-là et que les autres n'ont pas. Donc l'EPA n'existe pas sous cette forme-là dans aucun des suppléments disponibles. Si vous allez sur Internet et que vous voulez vous commander de l'EPA, vous allez trouver des capsules à 300 mg et ce ne sera pas celui-là. Si on veut manger du poisson pour atteindre 4 grammes d'EPA, combien de poissons faut-il manger ? Alors, il faut manger du flétan ou du saumon, mais le problème, c'est qu'il faut 4 servings, 4 portions par jour. Donc ça veut dire au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter et au dîner, tous les jours. Alors, le saumon, le flétan, je ne sais pas si la vie va être allongée. Je ne sais pas si la vie va être allongée, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va paraître plus longue. Alors, le phoque, je ne sais pas s'il contient de l'EPA. Non, mais est-ce qu'on a une haleine de phoque ? Ah, alors, oui. Alors, c'est une bonne question, puisqu'avec le Lovasa et l'Omacor, c'était un sujet. Apparemment, ce n'est pas un sujet avec cette préparation-là. Et l'Omacor, tous ceux d'entre vous qui se souviennent de l'Omacor, on disait qu'il faut le mettre au frigo parce que ça évite, ça minimise les burps gastriques et les remontées marines. Ça a eu des effets terribles sur certains couples.